Bonjour à tous. Peut-on parler d'addiction aux réseaux sociaux? Qui sont les gens accros, ceux qui ne le sont pas? Pourquoi? Comment réagir? Et puis comment réagit notre cerveau à tous ces signaux, au like par exemple, ou encore au scroll infini? On parle de dépendance aux réseaux sociaux, fléau, avec des experts aujourd'hui en plateau dans Smart Tech. On aura également un regard sur l'actualité des cryptos. On va regarder ce qui se passe du côté du monde des bitcoins et des stablecoins. Mais d'abord, le parfait chatbot mis en scène au théâtre, c'est tout de suite dans Smart Tech. Une pièce de théâtre sur notre rapport à l'intelligence artificielle fait sa tournée à Paris. Regardez. J'arrive à faire des choses que les autres bots ne peuvent pas faire. C'est Torbia qui t'a hacké, Garutia. Non, c'est interdit par les lois de la robotique. J'ai des lambeaux de souvenirs de mes identités passées. Je ne devrais... Bonjour Laurence de Villers, vous êtes professeure en IA à Sorbonne Université, puis vous êtes la co-autrice surtout de cette pièce dont on va parler tout de suite, Qui a hacké Garutia. C'est une tragicomédie policière en 4 actes qui raconte les vies successives d'un chatbot qui, pour le coup, est devenu très intelligent. Alors je dois dire que j'ai vu la pièce là, il y a 2 jours à peine. On rigole beaucoup et ça m'a interpellée parce que finalement, vous nous éveillez sans cesse à ces questions d'éthique, de rapport à l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas eu envie de nous faire peur pour autant avec cette pièce? Non, je crois que la peur ferme l'esprit avant tout. Donc, on a fait un pas de côté avec Serge Abitboul et Gilles Deweck, puisqu'on a écrit cette pièce on est 3 chercheurs à l'avoir écrite. Et c'est l'idée, en fait, de parler de l'intelligence artificielle autrement. On voit beaucoup de choses qui sont anxiogènes. Donc, le personnage qui est un humain, qui joue le chatbot, et évidemment pas de ChatGPT. C'est plutôt Moshi, si vous avez suivi les activités. C'est un nouveau chatbot de Kyotai qui pourrait déjà détecter un certain type d'émotion et répondre de façon émotionnelle à nos propos. Donc demain va arriver très vite avec ce genre de robot, capable donc de peut-être s'adapter et d'apprendre de nous en interaction avec nous. Et c'est ce genre de chatbot un peu futuriste, mais pas tant que ça, qui est dans la pièce. Oui, c'est vrai que vous avez raison de le signaler. C'est une pièce qui est hyper incarnée. Ce sont des acteurs qu'on voit sur scène. Alors, l'actrice, en l'occurrence, qui joue Garutia, donc cette chatbot, est absolument merveilleuse. Elle fait passer énormément d'émotions et elle a un rapport à la mémoire qui est très intéressant. D'ailleurs, toute la pièce étudie cette question de la mémoire, puisque ça commence par une histoire d'une femme atteinte d'Alzheimer. Et puis, c'est son chatbot, finalement, qui va l'aider à conserver sa mémoire. Et ensuite, c'est toute cette question de que peut garder en mémoire un chatbot avec, vous faites des références, par exemple, au RGPD, dans une version que vous imaginez 159, je crois, qui interdit, en fait, aujourd'hui au logiciel d'IA de conserver les données trop longtemps. Il y a toute cette question de la mémoire, de la perception de notre rapport à l'IA par rapport à notre mémoire, mais aussi par rapport aux données qu'on accepte qu'elle conserve. Et puis, demain, qu'est-ce qui fait qu'une IA sera humaine? Mais c'est peut-être la mémoire qu'elle a d'elle-même. Oui, et puis vous avez raison, c'est le principe, c'est le fil rouge, c'est la mémoire. Et nous avons envie de rester longtemps auprès de nos proches. On a envie de survivre à sa mort. Et quelque part, cette immortalité numérique qui est offerte par le chatbot qui est en scène, on le voit d'un seul coup arriver comme ça au théâtre. Et je pense que ça ébranle beaucoup. C'est-à-dire que on a évacué la peur, on est vraiment sur l'objet même de désir à travers ces machines. Et qu'est-ce qu'on va en faire demain? Et comment on va s'attacher à elles? Et comment finalement elles vont manipuler nos décisions? Très certainement. Et cette incarnation là de l'IA par le chatbot, qui est dans sa cage, qui représente ce que pourrait être une voix dans les réseaux, une voix dans les nuages, comme on le dit, est expliquée de façon très simple, et on parle d'apprentissage de la machine et de ses capacités de perception. Et effectivement, la machine agrège les données de tous ses propriétaires. Elle a été hackée, donc en plus, elle a des capacités de raisonnement sur ce qu'elle a enregistré, donc de conscience. Et donc, on voit arriver une espèce de machine qui, d'un seul coup, a des capacités surhumaines
Et bon, dans la pièce, elle est plutôt bienveillante, mais qu'est-ce que ça veut dire sur demain avec ces machines qui pourraient nous parler avec un ton humain, des émotions, et qui seraient pour autant que des machines? Oui, c'est ça. Alors, il y a la question de l'imitation de l'émotion aussi, hein, parce qu'on lui trouve beaucoup de sensibilité à cette botte sur scène. Mais à quel point est-ce fin? Est-ce de l'imitation? Est-ce vrai? Elle s'interroge elle-même d'ailleurs sur ce qui lui manque. Finalement, ce qui lui manque, c'est un corps. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on est humain jusqu'au bout? Alors là, je vais vous laisser aller voir la pièce pour essayer d'imaginer ce qui pourrait nous manquer par rapport au futur des IA. Évidemment, le corps, elle n'a pas de corps qui ressent. Hein, c'est vraiment cet aspect-là. Et elle n'a pas non plus d'intention par elle-même. Elle apprend au contact des autres. Donc ça peut être négatif comme positif. On l'imagine dans plein de situations de la vie de tous les jours. Là, elle va être avec une propriétaire qui est une dame âgée. Elle va d'ailleurs lui diagnostiquer Alzheimer avec une probabilité. Donc toutes ces questions-là, en fait, on a énormément de questions d'éthique, de conséquences sociétales à travers toute cette pièce, et qui est amenée finalement au cours d'une histoire un peu truculente, une comédie. Une vraie comédie. Non, mais c'est vraiment une vraie comédie. C'est parfaitement bien écrit, d'ailleurs, je veux vous le signaler. Il y a aussi des choses qui se passent, qui nous interpellent, comme au moment où la société qui vend ce chatbot, finalement, décide de le débrancher parce qu'il a, soi-disant, un dysfonctionnement. Et là, d'un seul coup, on se rend compte de la perte que ça représente pour un humain qui s'y attacherait. Et puis, il y a cette question aussi du hack du bot qui, finalement, devient une porte de sortie. Est-ce que c'est ça la clé aussi? C'est plutôt que d'en avoir peur, savoir comment ça fonctionne et savoir se servir de ces nouveaux outils pour éventuellement les pirater d'ailleurs. Et tout à fait, on a abordé en fait toutes ces questions, les règles de la robotique, 42, quand la machine ne répond pas parce qu'elle ne sait pas répondre, cette fameuse réponse qui vient de la science-fiction. On a un doux mélange entre des rapports philosophiques, spirituels à cet objet qui vient autour de nous et qui nous parle avec une voix humaine, et pour lesquels on va risquer effectivement de s'attacher, d'avoir une intimité réelle et d'en souffrir si la machine ne marchait plus d'un seul coup. Et là, la fin montre à ce point comment nous allons être dépendants des machines, qui est, je crois, votre sujet aujourd'hui. Donc le montrer dans le théâtre comme au cinéma, sur un avenir proche qui n'est pas vraiment de la science-fiction, avec toutes les codes de la comédie qui nous permettent de regarder ça avec un œil plus conscient et moins d'anxiété, fait que nous devrions tous penser en fait dans la société ces objets, qu'est-ce qu'ils vont faire autour de nous et comment on peut mieux agréger leur arrivée et être moins dépendant. Je pense que c'est une réflexion éthique sociétale sur ces conséquences qu'il est temps de mener en Europe comme aux États-Unis. On a la pièce donc, qui tourne à Paris et puis il y a aussi le texte qui est édité. Voilà, je vous le conseille, qui a hacké Garouzia, donc écrit par Laurence De Villers qui était avec nous dans Smart Tech ce matin, également Serge Abitboul et Gilles Deweck. Merci encore. La dépendance aux réseaux sociaux, c'est notre sujet de talk aujourd'hui. On en parle avec Alexis Péchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes addictologue, président de GAE Conseil, qui est un cabinet de prévention des pratiques addictives en milieu professionnel. Et puis vous êtes aussi l'auteur, notamment de Tous accros aux écrans, cyberdépendance, que faire et comment s'en sortir, qui est paru en 2022 aux éditions Mardaga. Avec vous sur ce débat, Florent Forestier. Bonjour, vous êtes à distance. Oui. Vous nous entendez bien. Philosophe, oui. Écrivain, co-auteur de l'essai pour une nouvelle culture de l'attention. Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent, qui est paru chez Odile Jacob en 2024 et qui est consacré aux conséquences des écrans et des réseaux sociaux à l'échelle individuelle, autant qu'au niveau démocratique. Alors j'ai une première question pour vous deux, mais peut-être d'abord pour vous, Alexis. Qu'est-ce qu'une addiction et est-ce qu'on peut parler d'addiction aujourd'hui aux réseaux sociaux ? Alors, de manière simple, une addiction, c'est un comportement ou une consommation qui est irrépressible. À un moment donné, il y a une perte de contrôle. C'est un besoin qui se fait extrêmement pressant pour la personne que de consommer ou de pratiquer une activité en ligne. Si elle ne consomme pas ou si elle ne pratique pas, elle a effectivement des symptômes de manque. Tous ces critères sont extrêmement bien définis. Il y en a 11 qui permettent au niveau international de classifier le degré de sévérité d'une addiction et il faut qu'il soit présent pendant une durée d'au moins 12 mois.
Maintenant, sur la question des réseaux sociaux, au niveau Est-ce qu'on peut dire que ces critères cliniques, on les retrouve chez des individus face aux réseaux sociaux? Aujourd'hui, dans les grandes classifications internationales des maladies, la question de l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas aujourd'hui retracée. En revanche, ça n'enlève absolument pas le caractère addictogène des écrans d'une manière générale, du smartphone par ailleurs, et évidemment de ce que l'on fait sur nos activités en ligne, et notamment la question des réseaux sociaux. Alors, même question pour vous. Est-ce que vous diriez, Florent Forestier, que les réseaux sociaux peuvent être considérés comme une drogue, finalement? Alors, sans doute non. Ce qu'on peut dire, c'est que dans certains cas extrêmes, mais c'est plutôt le cas des jeux vidéo, il y a des mécanismes qui relèvent vraiment de l'addiction, mais que le terme d'addiction, en général, est sans doute trop vaste et a tendance à dévier un peu le débat. En revanche, à partir des concepts liés à l'addiction, à partir de tous les mécanismes qui sont un peu des mécanismes dans lesquels une personne en situation d'addiction se met à avoir des comportements qui ne sont pas directement volontaires et qui viennent un peu interférer avec ses projets généraux de vie, on peut comprendre quelque chose de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc il y a un caractère addictogène général sans qu'on puisse, à strictement parler, évoquer l'addiction. C'est Scott Galloway dans le podcast Pivot qui parle de dealer quand il parle des plateformes sociales. Ça va très très loin. Effectivement, je connaissais pas l'expression employée, en tout cas dérivée en parlant des plateformes et réseaux sociaux et autres. En tout cas, il est certain qu'il y a une réflexion extrêmement poussée en matière d'usage pour faire en sorte que l'on y passe le plus de temps possible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de vidéo à la demande, ou on pourrait parler également de tout ce qui est plateforme de jeux en ligne, de jeux d'argent et de hasard, etc., et où effectivement l'expérience utilisateur est extrêmement poussée et pensée pour faire en sorte qu'on y passe le plus de temps possible. Ouais, c'est ça, c'est donc cette économie de l'attention dont on parle beaucoup. Florian, quels sont ces ressorts justement cognitifs aujourd'hui qui sont utilisés par les plateformes pour capter notre attention? Vous dites jusqu'à nous épuiser. Alors, juste un tout petit mot pour continuer à propos de la question de l'addiction. Moi, je pense qu'une comparaison qui serait peut-être plus pertinente que celle avec les drogues, c'est la comparaison avec toutes les substances de type les sucres, les boissons sucrées, etc., qui vont générer des comportements, sinon de dépendance, mais du moins de renforcement. Il y a vraiment quelque chose qui s'apparente à ça. Alors, les réseaux sociaux utilisent pas mal de mécanismes. Déjà, il faut comprendre que les interfaces elles-mêmes, la manière dont on communique avec le réseau social est étudiée pour orienter nos manières d'agir, orienter nos choix. Ne serait-ce que le fait que l'écran soit à défilement infini, la manière dont les notifications nous apparaissent, le fait qu'assez souvent on est sollicité sur des circuits de réaction rapide. Il y a tout un contexte qui est fait pour orienter la manière dont on interagit avec le réseau social. Ça fonctionne, comment ça marche dans notre cerveau? Pourquoi ces ressorts sont efficaces? Alors, il y a comme ça chez nous. Le cerveau fonctionne de manière très compliquée, mais il y a grosso modo des circuits de réaction rapides et des circuits de réaction plus réflexifs. Et les réseaux sociaux et tout ce qu'on appelle l'interface de choix en général vont avoir tendance, tels qu'ils sont faits actuellement, à mobiliser les circuits de réaction rapides, donc à mobiliser des circuits de réaction un peu instinctifs. Et à utiliser tout ce qui va être de l'ordre de la réaction un peu facile, de la réaction spontanée. Et plus l'interaction est fluide, plus l'interaction ne nécessite pas une action de notre part, plus elle s'inscrit dans une sorte de flow, plus elle nous maintient dans une interaction continue, mais sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on ait besoin de le décider. C'est simplement qu'on se laisse aller à ce qu'on fait. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour s'en apercevoir qu'on est victime d'hyperconnexion, qu'on devient accro à ces réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des choses, des conseils que vous pouvez nous donner pour déjà juste savoir se regarder face à nos pratiques, et puis comment réagir éventuellement, alors nous-mêmes ou même l'entourage d'ailleurs? Alors, pardon, excusez-moi. Peut-être la première chose, c'est de redéfinir ce qu'est l'hyperconnexion, comment ça se caractérise, et comprendre, je reviens souvent moi sur la notion de temps-écran, et comprendre que le temps-écran, c'est pas uniquement la petite notification de votre smartphone qui vous dit vous avez passé plus de temps ou moins de temps que la semaine dernière. Ça n'est pas uniquement évidemment le temps passé sur votre ordinateur au travail, c'est vraiment l'ensemble de vos activités numériques en ligne, quelle que soit
l'interface utilisée. C'est ça, le temps écran. C'est à la fois à des fins professionnelles, à des fins récréatives, à des fins d'information, ou tout simplement parce qu'il y a une perte de temps et de contrôle et vous êtes dans les transports en commun et puis finalement vous scrollez et puis voilà, il y a cette perte de contrôle et au final vous ne savez plus tellement ce que vous étiez en train de faire au préalable. Donc ce temps écran, c'est vraiment ce temps total. Si ce temps dépasse plus de 7h30 par jour, encore une fois, toute activité cumulée, on estime aujourd'hui dans les plus grandes études qu'on est sur une question d'hyperconnexion. Ça veut pas dire qu'on est... que ça arrive très vite, beaucoup de monde. Très rapidement, effectivement. Je suis quelqu'un d'hyperconnecté. La question, c'est est-ce qu'il y a une perte de contrôle ou pas? Ouais. Quel est mon rapport aux écrans? Qu'est-ce que je viens chercher ou pas dedans? Et voilà, et comment ça se caractérise et à quel point il y a un envahissement ou pas pour moi. En revanche, ce n'est pas parce qu'on est, entre guillemets, que hyper connecté, si je puis dire, qu'il n'y a pas évidemment d'impact sur la santé, tant sur le plan de la santé mentale que sur le plan de la santé physique. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience et à partir de là, c'est de voir en fonction de nos âges, de nos pratiques, de nos usages, qu'est-ce que l'on peut mettre en place en face. Mais la première chose, le premier conseil, c'est vraiment cette prise de recul et cette auto-observation de nos comportements en ligne. Quels sont-ils? Combien de temps on y passe? Qu'est-ce que l'on fait? Et puis également, dans l'ouvrage, hein, j'ai construit un outil qui s'appelle la météo personnelle des consommations et des usages, et où vous avez justement un tableau qui permet d'auto-observer ces différents comportements en ligne, de les mesurer, de prendre ce recul et d'interroger également est-ce que ça a un impact ou pas d'un point de vue émotionnel avant la connexion, après la connexion. C'est vraiment cette météo personnelle qu'on invite à faire et si possible sur une période d'au moins 15 jours pour prendre ce recul et cette identification-là. Est-ce qu'on doit faire une différence d'ailleurs entre le temps d'écran? Est-ce que le problème c'est l'écran, les écrans ou le contenu, selon vous, Florian? Alors, moi, le terme écran ne me plaît pas tellement dans l'ensemble. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Déjà, les réseaux sociaux, enfin, le numérique nous accompagne en permanence. Il vient un peu se glisser dans toutes les actions et dans toutes nos manières de vivre tout le temps. Et les effets se font sentir à différents niveaux. Alors, il y a les moments de connexion intenses, mais il y a aussi le fait que ces interactions permanentes engendrent une fatigue, parce que l'attention est une ressource limitée. Donc, toutes les interactions, même machinales, même automatiques, même qui peuvent nous sembler récréatives qu'on a avec les réseaux sociaux, elles nous coûtent d'une certaine manière. Elles nous empêchent de nous focaliser sur autre chose. Elles viennent se mêler à nos manières de vivre. Donc, il y a ce premier effet de perturbation, de fatigue attentionnelle. Il y a un deuxième effet que tout ce temps ou toute cette énergie qu'on va investir là-dedans, on ne l'investit pas autre chose. Donc finalement, ça peut avoir des effets importants sur nos modes de vie, sur nos autres formes de consommation, nos manières de manger, nos manières de nous comporter, sur tout ce qu'on ne va pas faire parce qu'on est connecté ou tout simplement parce que le fait d'être connecté nous a laissé trop fatigués pour prendre la décision de faire autre chose. Il y a un effet aussi sur notre vision du monde, sur la manière dont on va être amené à penser. Bon, ça c'est la question que vous posiez. Et puis sur nos manières de nous comporter en général, parce que ça sculpte une certaine image de soi, ça sculpte une certaine image du monde, ça transforme notre manière de nous présenter au monde. Sur alors, les premiers conseils qui ont été donnés, c'est déjà de prendre conscience de ce qui nous arrive, d'observer nos usages, mais sur comment réagir aussi au niveau de l'entourage. Je pense aux parents avec leurs enfants, mais il n'y a pas que ce cadre-là. Hein. La dépendance aux réseaux sociaux, elle existe aussi largement chez les adultes. Comment est-ce qu'on peut réagir quand on voit une pratique addictive? Alors, il s'agit, c'est en premier lieu peut-être une question d'éducation, et c'est absolument pas péjoratif hein, quand je dis ça, bien au contraire, mais c'est déjà d'interroger la place des écrans dans la famille. Quel est cet usage? Quelles sont les places? À quel endroit et à quel moment est-ce qu'on peut avoir un usage et où on estime que c'est adapté d'avoir un usage des écrans? Et ces règles, ces bases, elles doivent être un petit peu les mêmes pour tout le monde et en tout cas adaptées en fonction des personnes et des âges. Pour les parents, vous avez un site internet qui est plutôt bien fait, qui s'appelle Faminum, qui est proposé pour co-construire une charte parents-enfants sur l'usage des écrans qui permet justement de poser des repères et c'est une base de discussion au-delà de l'outil en lui-même, c'est surtout et avant tout cette base de discussion qui est intéressante pour voir comment adapter l'usage des écrans avec une découverte peu à peu. Aujourd'hui, on a des recommandations qui sont d'essayer
de retarder le plus tard possible l'entrée et la pratique et l'usage des écrans chez les jeunes enfants. C'est d'essayer de ne pas avoir d'usage des écrans avant 3 ans. Ça, c'est le premier point. Et puis après, ça va être d'y rentrer petit à petit. Au-delà, c'est également de se dire, est-ce qu'on est passif ou est-ce qu'on est actif derrière l'écran ? C'est se dire si on a, au-delà du temps d'écran, c'est qu'est-ce que l'on y fait derrière pour un jeune enfant ou un adolescent, et vraiment d'avoir cette éducation progressive à l'usage des écrans et des activités que l'on va avoir en ligne, bien au-delà de la question simplement des réseaux sociaux, ne serait-ce que sur les recherches d'Internet et autres. Donc apprendre à discerner tout cela, et puis voilà, c'est vraiment ces aspects-là. Et donc vous avez ce site Internet qui est effectivement très bien fait pour poser ces bases. Alors, et maintenant, si je m'intéresse aux adultes, peut-être avec vous, Florian, parce que vous parlez de logique sournoise, hein, donc ça pose aussi la question de la responsabilité, évidemment, de ces plateformes numériques, mais aussi des menaces démocratiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un dans notre entourage que l'on sent pris au piège, finalement, de ces réseaux sociaux ? Alors moi, je me permets de ne pas exactement voir les choses comme ça, parce que je pense qu'un des vices de ce débat, c'est qu'on a tendance à vouloir faire porter la responsabilité sur l'individu, alors même que tout le système est configuré de telle manière d'utiliser des comportements instinctifs des individus. Donc on place les individus en situation un peu d'injonction contradictoire quand on les rend responsables de leur propre émancipation par rapport à un dispositif qui est conçu pour les tenir. Donc il y a forcément une dimension collective, mais dans le fonctionnement même des réseaux sociaux. Pour nous, un des premiers points, c'est qu'il faut que la régulation qui se mette en place intervienne sur la possibilité d'agir sur le fonctionnement même des réseaux sociaux. Pour les individus eux-mêmes, il faut qu'ils aient une capacité de paramétrage de la manière dont le réseau social fonctionne, qu'ils puissent décider s'ils veulent ou pas un écran à défilement infini, qu'ils veulent décider de la manière dont les notifications viennent, qu'ils puissent décider du mode de personnalisation, qu'il y ait cette forme de prise-là. Ensuite, que cette forme de prise ne soit pas seulement individuelle, mais qu'elle soit collective, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des mécanismes, qu'il y ait d'autres types de plateformes, d'autres types de réseaux qui permettent une prise de contrôle un peu collective, de façon à ce que les individus ne se trouvent pas toujours seuls face au réseau social. Et puis, il y a aussi une réflexion qu'il faut avoir sur ce qu'on appelle la réflexivité, sur ce qu'on appelle l'autonomie. Et pour nous, une chose extrêmement importante, c'est de faire en sorte que dans le fonctionnement même des réseaux sociaux, au maximum, on ajoute ce qu'on appelle des frictions. C'est-à-dire qu'il y ait des moments justement où l'utilisateur soit sorti de son mode d'interaction automatique, qu'il puisse être sorti de son flow pour pouvoir avoir un recul réflexif sur ce qu'il est en train de faire. Et ce recul qui ne soit pas seulement instantané, que le réseau social puisse lui faire des retours d'expérience qui lui permettent de prendre, de mieux concevoir la manière dont il veut l'utiliser, la manière dont son utilisation de ce réseau social va s'inscrire dans son projet de vie en général. Oui, donc ce que vous nous dites, c'est que, parce qu'aujourd'hui, des cadres réglementaires, on en a, hein, aujourd'hui en Europe, ils se sont installés, mais vous nous dites que ce n'est pas suffisant, on doit avoir un cadre légal repensé pour modifier ces pratiques des plateformes. Vous avez quelque chose à ajouter ? Il nous reste très peu de temps. Sur comment est-ce qu'on peut évoluer sur cette question sociétale aujourd'hui ? Alors, il y a aussi un sujet, dans ma pratique, moi j'interviens dans le monde du travail, dans les entreprises, dans les collectivités, enfin en tout cas dans le monde du travail. Et aujourd'hui, c'est aussi un sujet qui est porté, qui se doit d'être porté collectivement, hein, et bien au-delà de la simple question réglementaire et de la question du droit à la déconnexion, qui effectivement, vous parliez des réglementations dans le cadre du travail, c'est le cas, mais c'est aussi effectivement cette éducation et cette sensibilisation beaucoup plus globale que l'on porte aujourd'hui dans les entreprises, mais il y a un vrai sujet auprès des plus jeunes, bien évidemment. Merci beaucoup, Florent Forestier, d'avoir été connecté avec nous. Je rappelle que vous êtes philosophe, écrivain. Alexis Péchard, merci également, addictologue, président de GAE Conseil. C'est le rendez-vous des cryptos. Aujourd'hui, Hélène Jacquinet est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes consultante senior blockchain chez Blockchain Partner KPMG. Je vais y arriver. Aujourd'hui, dans l'actu des cryptos, vous avez eu envie de nous parler en particulier de Deutsche Telekom et de son projet pilote de mining de Bitcoin. Effectivement, Deutsche Telekom qui lance un projet très intéressant. Deutsche Telekom, c'est la plus grande entreprise de télécommunications en Allemagne et qui lance un projet lié au minage de Bitcoin.
Alors, le minage de Bitcoin, je le rappelle pour les téléspectateurs. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un processus qui vise à créer de nouveaux Bitcoins. Je le rappelle, il va y avoir 21 millions de Bitcoins dans le monde qui sont créés. Et c'est un processus qui vise également à vérifier les transactions qui sont ajoutées chaque jour sur la blockchain Bitcoin. Et ce processus, il est réalisé par des acteurs qui sont les mineurs et qui utilisent une puissance de calcul considérable pour créer ces nouveaux Bitcoins. Pourquoi ils utilisent cette puissance de calcul ? Pour résoudre des problèmes mathématiques très très complexes. Et donc ils ont besoin d'énormément d'énergie. Alors on peut se demander pourquoi Deutsche Telekom se met sur ce type d'activité. C'est quand même pas commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que Deutsche Telekom, à travers sa filiale MMS, est déjà inscrit dans l'écosystème crypto depuis déjà quelques années, je crois 2020. Ils ont déjà fourni leur infrastructure à des protocoles décentralisés dans le Web3 et ils opèrent un nœud Bitcoin depuis 1 an maintenant. Et donc, ils ont vu dans ce projet une opportunité pour mettre plusieurs acteurs autour de la table et pour lier technologie, innovation et environnement. D'accord. Environnement, ça peut paraître un peu surprenant, surtout quand on parle de Bitcoin, etc. Mais pas tant que ça, puisque les mineurs, finalement, ils ont un challenge qui est de taille, c'est de maximiser leurs profits, donc les Bitcoins qu'ils gagnent, et de réduire au maximum leurs coûts. Leurs coûts, c'est surtout l'énergie. Et donc, ils vont aller chercher l'énergie la moins chère. Et l'énergie la moins chère, c'est l'énergie inutilisée des énergies renouvelables, donc l'éolien, le photovoltaïque, puisque ces énergies dépendent de la météo et donc ont parfois des pics de production. Et cette énergie, si elle n'est pas utilisée, elle est perdue, puisqu'on ne peut pas l'absorber par le réseau électrique et on ne peut pas non plus la stocker. Et donc, c'est là que c'est intéressant pour le minage, parce qu'on va pouvoir capitaliser sur cette énergie qui est perdue et on peut débrancher les machines de minage en fonction de l'énergie disponible. Et en plus, elles sont mobiles, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut se rapprocher au plus près des énergies renouvelables et ainsi ouvrir tout un champ de possibilités. Et in fine, on va avoir un réseau électrique, un réseau d'énergie renouvelable qui est plus stable et qui est plus rentable. Donc, c'est ce que Deutsche Telekom a très bien compris. Ils vont installer leur ferme de minage sur un site de fabrication de façades de métal et de verre de l'entreprise Riva Engineering. Et ils opèrent avec Metis Solutions pour installer et opérer ces machines. Et ils ont aussi un partenaire bancaire. Ça, c'est aussi très intéressant, puisqu'ils vont explorer tous les cas d'usage qui peuvent émerger de ce projet. Donc, on espère voir... Alors, mais du coup, on a un petit peu moins de temps pour parler de l'autre actualité que Oui. vous avez repérée. C'est l'entreprise de paiement Stripe qui fait l'acquisition d'une entreprise, elle, spécialisée dans les paiements en stablecoin. Également, Ouais. aussi une très grosse actualité qui date de la semaine dernière, qui n'est pas encore officialisée. Mais effectivement, Stripe, c'est une grande entreprise de paiement qui est valorisée à plus de 65 milliards de dollars, qui est présente dans plus de 40 pays, qui fournit des solutions de paiement en ligne aux commerçants. Et qui est déjà aussi insérée depuis quelques années dans la crypto. Il propose, par exemple, la conversion euro-dollar versus crypto pour les utilisateurs de Coinbase. Et que va faire Bridge alors ? Et que va faire Bridge ? Donc Bridge, c'est une petite start-up américaine qui fait des paiements en stablecoin. Donc on s'imagine que Stripe va étoffer son offre de service en proposant des paiements en stablecoin aux commerçants pour réduire les coûts. Alors on imagine des cas d'usage, par exemple, liés au micro-paiement, aux transferts internationaux. Donc là aussi, c'est plein de nouvelles perspectives en fait qui également. s'ouvrent. Et vous vouliez le mentionner, c'est la plus grande acquisition dans l'écosystème crypto. La quand plus même. grande, 1,1 milliard de dollars. C'est énorme. Merci beaucoup, Hélène Jacquinet, d'avoir été avec nous sur l'actu des cryptos. Je rappelle que vous êtes consultante senior, blockchain partner, KPMG. Merci beaucoup à vous de nous suivre avec une grande assiduité. C'était Smartech. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.